Bonjour Juliette Rousseau. Bonjour. Vous avez dernièrement sorti un livre qui s'appelle « Lutter ensemble ». La première question que j'aimerais vous poser, c'est lutter ensemble contre qui ou contre quoi? Mon livre il s'intéresse surtout à des façons de lutter ensemble contre des rapports de domination organisés à l'échelle de la société. Donc, on peut prendre entre autres comme exemple le patriarcat, le racisme, dont le racisme institutionnel, mais aussi la politique des frontières, les politiques de migration. La destruction du vivant et notamment la destruction de l'environnement, la crise climatique, voilà. Une série de rapports de domination qu'on pourrait dire structurés à l'échelle sociale. Vous vous définissez comme étant une militante, mais aussi une militante blanche. Pourquoi est-ce que c'est important de vous définir en tant que militante blanche? Je ne me définis pas seulement comme militante blanche, disons que je défends l'idée qu'il me semble qu'aujourd'hui c'est important de préciser depuis où on lutte. Je crois que, et c'est un peu l'objet de mon livre, les rapports de lutte sont de manière générale encore aujourd'hui largement dominés par des personnes qui refusent de se situer. Et donc on peut parler, moi je dis que je suis blanche notamment parce que je pense qu'il existe une catégorie sociale qu'on appelle la race, qui génère un système qu'on appelle le racisme, qui hiérarchise les personnes et en haut de cette hiérarchie on place les blancs, dont les personnes comme moi. Et donc ça me paraît important de dire que je suis blanche parce que c'est une façon de me situer et de reconnaître que cette hiérarchie existe et qu'il importe de la combattre, mais je parle aussi du fait par exemple que j'ai une éducation supérieure, que ça génère en ce sens un certain nombre de privilèges, dont le fait d'avoir une plus grande visibilité, d'avoir une plus grande légitimité quand je prends la parole, etc. Et que ça fait partie aussi des systèmes de domination qu'il faut à mon sens combattre. Et donc dire depuis où je parle, ça vient dire en fait que je souhaite prendre acte du fait que je bénéficie aussi de ces rapports de domination et que donc dans ma lutte, je dois me positionner pour pouvoir les attaquer en fait. On a différents concepts qui existent aujourd'hui, que ce soit les concepts de blanchité ou de racialisation qui ont vu le jour dans les milieux universitaires. Est-ce que justement tous ces concepts-là ont vocation à être discutés dans l'espace public, en tout cas entre les citoyens? Parce que je te dis ça parce que des fois je vois certaines incompréhensions entre les gens quand on utilise les mots comme blanc ou race, etc. et qui nous disent bah, la race c'est quelque chose de biologique ou qui sont heurtés parfois par des termes utilisés. Je pense qu'il y a différentes choses là-dedans. Sur la question de, on va dire, la théorisation universitaire, les concepts universitaires et aussi la sémantique, le vocabulaire universitaire qu'on utilise, je pense qu'un des biais de l'action militante, c'est qu'à plein de moments, justement, on reprend à notre compte ces termes-là sans se poser la question de est-ce qu'ils sont accessibles. Je pense que ça vient illustrer le fait que souvent les milieux de lutte sont largement occupés par des personnes éduquées. Éduquer, j'entends des personnes qui sont allées à l'université par exemple, et ça rend en fait nos luttes assez peu accessibles, alors même que ces termes-là, qui sont souvent alambiqués, qui sont compliqués, je pense aux termes de, on peut dire par exemple de personnes racisées, renvoient à des réalités vécues dans des classes populaires qui, si elles ne se nomment pas comme ça, en fait elles appartiennent à ces classes populaires. Donc à plein de moments, ces termes-là, ils viennent déposséder la réalité des expériences, la validité des expériences vécues par les gens, et donc je pense qu'il faut vraiment réussir à faire l'effort, et alors je le dis pas comme si moi j'avais tout compris de ça, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur le vocabulaire que j'emploie, mais réussir à faire l'effort d'utiliser des termes qui sont accessibles à tous. Maintenant, il y a autre chose. Je pense que quand, notamment par exemple, des personnes blanches contestent la catégorie blanc, ça renvoie là non pas à une difficulté d'accéder à un terme qui serait très théorique ou très universitaire, ça renvoie plutôt à un refus des dominants de manière générale à être nommés en tant que dominants. On peut le dire des blancs, et je pense que c'est effectivement une critique qui revient souvent, mais je pense que sur le sexisme, c'est aussi quelque chose qui revient très souvent, où on entend des hommes nous dire ah, mais en faisant des réunions non mixtes, vous faites du sexisme inversé. Voilà, je pense que là, c'est plutôt une réaction de dominants qui refusent en fait de se faire renvoyer à la domination qu'ils exercent. Vous avez dit privilège. Qu'est-ce que ça veut dire privilège ? Alors c'est un mot compliqué, privilège. Privilège, ça veut dire en fait la façon dont une société qui hiérarchise les personnes au regard de leur identité sociale, donc comme on l'a dit, leur genre, leur origine, la religion qu'elles pratiquent, mais aussi la classe sociale à laquelle elles appartiennent. Dans cette société-là, en fait, hiérarchiser les personnes qui sont du côté de la domination, par une identité ou une autre, bénéficient d'un certain nombre de privilèges. Ces privilèges, ils peuvent être matériels, ils peuvent être symboliques. Je pense que le terme de privilège, il est important
dans un premier temps, comprendre ce que ça veut dire la question de la domination, ou ce que veulent dire les dominations, comment elles fonctionnent, et de réussir encore une fois à se situer personnellement. Je pense qu'il est en même temps un petit peu dangereux parce qu'à plein de moments, la question du privilège, elle vient éminemment individualiser en fait la question de la domination, alors même que, et c'est aussi la position que je défends dans mon livre, les rapports de domination étant structurés à l'échelle sociale, ils nous traversent tous et toutes. Les reporter à l'échelle individuelle, c'est de mon point de vue assez faible, pour ne pas dire nul politiquement. Et je pense que c'est une tendance qu'on a à oublier, par exemple, que dans mon point de vue, depuis mon point de vue de personne socialisée comme une femme, à oublier que le patriarcat est organisé à l'échelle sociale et à des fois vouloir en faire porter la responsabilité aux mecs sexistes que je rencontre, alors même que, en vérité, c'est pas eux personnellement qui en portent la responsabilité. À l'échelle personnelle, ils ont la responsabilité de travailler sur cette construction sociale pour l'affaiblir en eux et pour participer à lutter, pour participer à attaquer le patriarcat. Mais il est bien évident que si toute ma lutte se concentre à nommer leurs responsabilités individuelles, je pense que je suis égarée, voire je suis complètement perdue en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui certains observateurs voient par exemple l'émergence du féminisme dans les médias, où les médias commencent à parler justement de cette thématique. Comment tu vois justement des agents des institutions qui sont parfois, comme tu dis, vecteurs justement des inégalités de la société, qui s'accaparent de ce genre de sujet et en parlent? Est-ce que justement c'est, comme tu l'as dit aujourd'hui, individualiser ces problématiques pour ne pas questionner justement un ordre établi? Alors là, je vais parler des questions de sexisme parce que c'est mon point de vue situé, mais je pense que ça se reproduit sur l'ensemble des dominations. La prise en charge des dominations sexistes par l'État, ça a été tout un processus d'institutionnalisation qui, de mon point de vue, a largement porté atteinte au mouvement féministe. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que sur un ensemble de questions clés qui ont à voir avec le sexisme, je pense notamment à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, mais aussi aux violences conjugales et aux féminicides, le mouvement féministe a quelque part accepté que l'État prendrait en charge ces questions-là et lui a donné le crédit de penser qu'il allait les résoudre. Or, l'État est fondamentalement patriarcal, il ne résout pas ces questions-là, il les dilue. Il fait comme sur un certain nombre de questions, il prétend d'un côté qu'il les résout et de l'autre en fait il les externalise comme des problèmes qui n'auraient pas à voir avec la façon dont ils fonctionnent du point de vue central. Du coup moi je pense que sur cette question-là, mais comme sur un certain nombre d'autres, ce qui est urgent c'est de nous les réapproprier de façon, je dirais presque par la base, et de se poser la question de vraiment je pense réussir à ne plus concevoir l'État comme un potentiel allié là-dedans. Il n'est pas un allié, l'État il est au service des dominants et les dominants ils ont besoin que ces rapports de domination se perpétuent pour pouvoir continuer à maintenir leur position dans la société. Quand on a parlé de privilèges, est-ce que justement des gens qui prennent conscience de leurs privilèges peuvent justement les mettre au service de certaines luttes pour faire baisser certaines inégalités? Et comment? Alors, ouais, c'est une vraie question et c'est un petit peu la question que j'aborde dans le livre. Je dirais que tout est contextuel et que tout dépend de la décision et de la direction politique que donnent les personnes qui sont premièrement concernées par les enjeux dont on parle. Je pense que dans certains cas, par exemple, un exemple dans mon livre qui me paraît intéressant pour illustrer cette question-là, c'est des luttes autonomes de personnes directement concernées par le handicap qui choisissent à certains moments de faire appel à des alliés valides pour pouvoir mener des actions directes entre personnes handicapées. Et donc là, il y a une espèce de configuration qui permet à la fois une autonomie politique qui rend possible le fait que la direction politique soit choisie par les personnes concernées ou premièrement concernées, mais en même temps qui pense une place politique aux alliés qui va en fait venir renforcer cette autonomie politique. Dans plein d'autres situations, ça n'est pas le cas. Dans plein d'autres situations, si on n'a pas effectivement réfléchi sa place de dominant, et parfois même quand on l'a réfléchi mais qu'on maintient le désir d'être présent dans un espace politique où l'on n'est pas premièrement concerné, en fait on fait plus de tort qu'autre chose. Et une des choses que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, vu notre faiblesse de compréhension à plein d'endroits de ce qui se joue en matière de rapport de domination, on n'en est pas à pouvoir faire des choses ensemble. On en est plutôt à devoir revendiquer la possibilité que des luttes soient autonomes avant d'appeler à la sacro-sainte convergence des luttes qui en fait est juste un rouleau compresseur, dans la plupart des cas, est un véritable rouleau compresseur qui remet à l'avant des luttes les personnes les plus normées et dominantes dans le militantisme.
Dans ton livre, tu abordes aussi les questions de l'humour. Comment est-ce que tu cadres ce sujet? Et aussi la question suivante, c'est est-ce qu'on peut rire de tout, sachant qu'on se trouve dans un système qui est rempli de rapports de domination? Ouais. Eh ben non, on ne peut pas rire de tout. C'est ça que je lis dans mon livre. Notamment, il y a cette fameuse citation de Pierre Desproges qui dit « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Lui, il le dit au sens de « on peut rire de tout, mais il y a des gens qui n'ont pas d'humour ». Moi, je dirais « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Je dirais plutôt « on ne peut pas rire de tout, il faut réfléchir depuis où on est, qui on est, à partir du moment où on rit ». Je pense une autre citation intéressante dans mon livre, c'est un militant israélien juif qui s'appelle Michel Warshawski, dit Mikado, qui raconte que à certains moments il peut, y compris avec d'autres juifs, faire des blagues sur la Shoah. Mais si c'était des non-juifs qui faisaient des blagues sur la Shoah, on voit tout de suite le malaise que ça représente. Moi je vois, y compris là aussi dans la culture française, il y a vraiment une espèce de tradition de on peut rire de tout. Je pense que l'exemple le plus affreux et en même temps le plus éloquent, c'est les caricatures de Charlie Hebdo. Quand on est un homme blanc dominant, on peut se permettre de rire de tout et de tout le monde et on appelle ça la liberté d'expression. C'est ni drôle ni la liberté d'expression, c'est juste une continuation effectivement d'un écrasement symbolique et réel qui est partout. Et pourquoi justement on a du mal à en prendre conscience? Tu parles de Charlie Hebdo, il y a eu d'interminables débats à la télévision. Et finalement, cette question, comme tu dis, centrale des rapports de domination ne se pose jamais. En France, alors peut-être qu'on va dire que je suis super optimiste et peut-être que j'ai envie d'être optimiste parce que sinon c'est difficile de trouver l'énergie pour lutter. Je pense quand même que la montée en puissance de luttes féministes, antiracistes et d'autres, cette montée en puissance, elle a généré un rapport de force qui fait que certaines personnes sont obligées de se poser des questions. Et je pense que c'est important aussi de le dire, on ne le fait pas de bonne volonté. Typiquement, moi, en tant que dominante, quand je remets en question les espaces où je suis dominante, j'ai pas vu la lumière un jour, ou c'est pas parce que je suis particulièrement sympa, ou c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont mis des claques nécessaires et qui m'ont obligée à me poser ces questions-là. Donc je pense que le rapport de force, à mon avis, et c'est pas que à mon avis, je pense que c'est un principe politique, le rapport de force, c'est un passage essentiel pour pouvoir provoquer des réactions dans la société et des avancées de ce point de vue-là. Maintenant, il est clair qu'en France, on a une frange réactionnaire qui se dit pourtant de gauche, mais je vois pas très bien en quoi elle est de gauche, qui est fondamentalement laïcarde et raciste, sexiste, et que cette frange-là, à mon avis, elle est un ennemi politique, clairement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, on a encore du mal à accepter qu'il existe différentes manières de voir le féminisme et de le porter? Je pense qu'en France, on est largement pourri de la tête par l'universalisme. On l'a bouffé à l'école, on le bouffe dans les médias, toute la classe politique nous le fait bouffer. C'est ça qui justifie la perpétuation du système colonial. Enfin, c'est vraiment cette idée qu'on pourrait, depuis qui on est, et sans jamais questionner ni nommer ce qui on est, on pourrait penser l'émancipation de tout le monde. Et c'est exactement ça, enfin, voilà, c'est tout l'héritage idéologique du pays des droits de l'homme, etc. etc. Sur la question du féminisme, on n'a jamais remis en question... Là aussi, à mon avis, il y a des rapports de force politiques qui font que ça évolue. Mais disons que pendant très longtemps, on n'a pas remis en question le fait que certaines femmes avaient l'impression de pouvoir penser l'émancipation avec un grand E des femmes avec un grand F depuis leur position. Sauf que leur position, c'était quoi? C'était une position de blanche, donc dominante dans la hiérarchie que génère le racisme. C'était une position de bourgeoise, donc dominante dans la hiérarchie que génère le système de classe. Et c'était très souvent aussi une position de femme hétérosexuelle et cisgenre, et donc là aussi dans un rapport de domination. Et donc si on pense l'émancipation à partir de ces positions qui sont des positions multiples de dominantes, on ne pense pas à l'émancipation. Non seulement on ne pense pas à l'émancipation pour toutes les femmes, mais en plus la révolution féministe qu'on promeut, c'est juste une avancée sociale pour des personnes qui sont déjà dominantes. Donc ça n'est pas une révolution. Moi je vois quand même que ce féminisme qu'on dit féminisme blanc, il est clairement en train de... Il a perdu sa légitimité, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore le combattre et qu'il n'est pas encore installé dans certains espaces, mais je pense quand même que ça appartient à une génération qui, de mon point de vue, est quand même en train de petit à petit passer la main. De mauvaise grâce, mais quand même de passer la main. Qu'est-ce que vous répondez justement à des gens qui disent oui, mais c'est relou un peu de se définir, moi je suis humaniste? Ah, ils sont relous ceux-là. Ouais, il y a aussi ceux qui disent « Ah, c'est hyper culpabilisant ton discours, franchement, on n'en a pas besoin. »
Moi, je ne sais pas s'il faut discuter avec ces gens-là. J'ai plutôt l'impression qu'il faut construire des luttes avec des gens qui ne sont pas dans la négation permanente de l'existence, de dédomination et de leur position là-dedans, et que c'est le rapport de force qui va faire bouger les premiers. Mais je ne crois pas tellement à l'éducation de ces gens-là. Je crois, si tu as envie de bouger, tu as envie de bouger, tu poses pas des questions aussi stupides. Si tu n'as pas envie de bouger, bah effectivement, tu demandes à être convaincu et en fait, tu ne seras jamais convaincu. Est-ce qu'on peut être féministe et homme tout en sachant que justement, on ne sait pas c'est quoi être une femme? Bah, est-ce qu'on peut être antiraciste et blanc? Je pense on peut reconnaître. Je pense qu'on peut reconnaître l'existence du rapport de domination et acter de croire, quoi qu'il en soit, les personnes qui le vivent. Mais on ne sera jamais féministe, quand on est un homme, on ne sera jamais féministe comme une femme. Pour autant, je pense vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes se sont largement dédouanés du travail qu'ils avaient à faire pour participer à l'abolition du patriarcat. Je crois qu'il y a plein de mecs qui trouvent tout à fait normal que le travail de lutte pour l'abolition du sexisme soit fait par des femmes, et ça me paraît être vraiment problématique. Est-ce que justement toutes ces luttes doivent intégrer la notion de capitalisme ou pas? Moi, je pense que oui, mais je pense qu'il faut réussir à renouveler notre façon de nommer ces luttes-là. Je pense que aujourd'hui, quand on dit qu'une lutte est anticapitaliste, on parle vraiment à une espèce de, je dirais, d'élite militante qui a besoin qu'on mette certains mots pour pouvoir se sentir à l'aise dans son identité. Et ça, c'est pas intéressant en soi. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité à repenser la façon dont on nomme les choses. Pour autant, il me semble que le capitalisme est dans un rapport, on va dire, d'alimentation mutuelle avec les oppressions structurelles dont je parlais précédemment. Il a besoin que ces oppressions se maintiennent pour continuer à exister, et donc oui, il faut absolument le prendre en considération. Si on n'est que dans une lutte contre les oppressions, mais sans prendre en considération la question du capitalisme, je pense non seulement effectivement qu'on se plante, mais par ailleurs, je pense qu'on finit même par nourrir le capitalisme lui-même. Je pense que si on regarde par exemple vers les États-Unis, on voit qu'à plein de moments, la question on va dire de l'inclusivité, de la diversité, pour prendre des termes que j'aime pas beaucoup, elle est tout à fait soluble dans le capitalisme, et on peut tout à fait dire qu'on va intégrer des minorités tout en continuant à faire du capitalisme sauvage. J'ai entendu un mot ces derniers temps qui dit capitalisme rose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est cette idée que le capitalisme peut dire « Ah, mais on va lutter contre l'homophobie, on va lutter contre le sexisme », tout en continuant à faire du capitalisme. Ces questions-là sont solubles dans le capitalisme. Je pense que le propre du système capitaliste, et on l'a vu avec plein de questions, c'est sa capacité à digérer ces critiques et à s'en alimenter. Et je pense qu'on a vraiment un intérêt à toujours se le poser comme, on va dire, comme enjeu quand on élabore une critique politique.